2021, une année où l'économie camerounaise aurait pu se retrouver aux urgences, torturée par les crises sécuritaires dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, mais également de l'extrême nord, étranglée par le Covid-19. Mais l'économie camerounaise affiche un bulletin de santé que d'autres pays lui envient en cette fin d'année, avec un taux de croissance de 0,7%. Et non les 2,3% prédits. Notre pays n'est donc pas entré en récession. Le taux d'inflation s'est maintenu à 2% malgré les tendances inflationnistes imposées par le marché international. Le Cameroun s'est même payé le luxe de remporter quelques victoires sur le plan économique. Le rachat à 80% de l'eurobond de 2015, la signature d'un deuxième programme financier avec le Fonds monétaire international. Mesdames, Messieurs, bonsoir, vous l'avez compris. Ce soir, nous passons l'année 2021 au scanner en blouse blanche des responsables du ministère des Finances, Constant Metou Envela, conseiller technique numéro 1, Samuel Tella, directeur de la trésorerie, Martial Valérizan, président de la commission technique de réhabilitation et de restructuration des entreprises publiques et parapubliques, Achille Bassarak, directeur de la comptabilité publique. Et nous commençons tout de suite avec l'un des succès éclatants du Cameroun en 2021, la signature d'un deuxième programme économique et financier avec le Fonds monétaire international, adossé sur la facilité et le mécanisme élargi de crédit. Alvin Gisèle Zé nous en présente les grandes lignes. Le conseil d'administration du FMI a approuvé des accords triennaux au titre de la facilité élargie de crédit et du mécanisme élargi de crédit, soit 689,5 millions de dollars pour accompagner le Cameroun dans son programme de réforme économique et financière. Le nouveau programme économique et financier entre le Cameroun et l'institution de Bretton Woods repose sur 5 piliers. Il s'agit en premier lieu d'atténuer les conséquences sanitaires, économiques et sociales de la Covid-19 tout en assurant la viabilité intérieure et extérieure. Le deuxième pilier porte sur le renforcement de la bonne gouvernance et l'amélioration de la transparence et la lutte contre la corruption. L'accélération des réformes s'inscrit également dans ce processus et concerne les réformes budgétaires et structurelles afin de moderniser les administrations fiscales et douanières. Il s'agit en outre du renforcement de la dette et de la réduction des facteurs de vulnérabilité. Le cinquième pilier est adossé à la mise en œuvre des réformes structurelles pour accélérer la diversification de l'économie. Il s'agit du deuxième du genre, après celui de 2017, également adossé à la facilité élargie de crédit, qui avait permis au FMI de mettre à la disposition du Cameroun près de 390 milliards de francs CFA. C'était donc le 29 juillet dernier, 375 milliards de francs CFA suite à l'accord triennal approuvé par le Fonds monétaire international au profit du Cameroun, adossé sur la facilité et le mécanisme élargi de crédit. Pour en parler sur ce plateau, M. Constant Metou Envela, qui est conseiller technique numéro 1 au ministère des Finances. Bonsoir et bienvenue, M. le conseiller technique. Bonsoir Lucrèce et merci de m'avoir invité. Alors, un deuxième programme économique et financier avec le Fonds monétaire international, pourquoi? Est-ce que le contexte le commandait? L'État s'était engagé sur deux principaux objectifs. La consolidation budgétaire, c'est-à-dire redonner un peu de marge de manœuvre budgétaire à l'État, mais également la viabilité extérieure parce qu'il fallait que l'on reconstitue les réserves de change et éviter une éventuelle dévaluation. Donc sur la période 2017 et 2019, le programme s'est très bien déroulé. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve le fait que les différentes revues de ce programme qui ont été effectuées par les services techniques du Fonds monétaire international ont été jugées concluantes et approuvées par le conseil d'administration du Fonds monétaire. Ce qui a d'ailleurs valu au Cameroun de bénéficier des appuis budgétaires qui ont été évoqués dans le reportage. Évidemment, nous étions sur une bonne lancée lorsque arrive en 2019 le coronavirus, une maladie que l'on ne connaît pas et qui va perturber l'économie mondiale de manière globale. On a l'activité économique qui va baisser en lien avec les confinements qui ont été instaurés ça et là. L'activité économique mondiale qui baisse, c'est également la demande mondiale qui baisse.
Et donc, nous qui sommes un pays qui a besoin de beaucoup exporter, nous voyons également nos exportations ralentir avec des conséquences que nous pouvons imaginer sur nos réserves de change qui ont recommencé à baisser. Alors, c'est ce qui explique que le Cameroun accepte de repartir une deuxième fois au FMI? C'est cela, mais pas seulement le Cameroun. Parce qu'il faut dire qu'en ce qui concerne notamment notre politique monétaire, nous avons une politique monétaire qui est commune avec les 6 autres pays de la CEMAC. Si le Cameroun semblait résister un peu mieux que les autres pays, il faut dire que... Du fait de la diversification de son économie. Du fait de la diversification de son économie et surtout du fait d'une dynamique qui avait été impulsée dans le cadre du premier programme économique. Il faut dire que le partage d'une politique monétaire commune imposait que, ensemble avec les autres pays et suivant le principe de solidarité qui régit les relations au sein de la CEMAC, que nous puissions aller vers un nouveau programme économique, étant entendu que vraiment les principaux agrégats macroéconomiques étaient en train de se dégrader. Mais quels sont les engagements que le Cameroun a dû prendre pour obtenir ce deuxième programme? Les engagements pris par notre pays, ils sont contenus dans la lettre d'intention que le Premier ministre avait signée en juillet, adressée à Madame la Directrice Générale du Fonds monétaire international. Là-dedans, vous verrez qu'il y a 3 principaux engagements qui sont pris. Le premier engagement que nous avons pris, il concerne le renforcement de la viabilité extérieure. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a encore un risque qui continue de peser sur nos réserves de change. Il fallait que le Cameroun contribue avec les autres pays à améliorer cette viabilité extérieure. Donc ça, c'est le premier engagement que nous avons pris. Le deuxième engagement qui a été pris par le gouvernement, c'est d'avoir une croissance économique forte, inclusive et soutenue. Le troisième engagement, c'est de lutter considérablement contre la pauvreté. Voilà les 3 grands engagements qui ont été pris. Et puis derrière, vous avez une panoplie de mesures, de réformes qui sont mises en œuvre au plan de la mobilisation des recettes, la gestion des entreprises publiques, la gestion de la dette. Mais là, ce sont des détails qui concourent aux mêmes grands objectifs que je viens d'indiquer tout à l'heure. Alors, Monsieur le Conseiller technique, vous venez de le dire, l'un des objectifs de ce programme, c'est d'atteindre une croissance forte, durable et inclusive, et certainement plus tard le développement. Et ce développement passe également par les routes. Alors, nous allons faire le point des chantiers routiers, de la livraison des chantiers routiers en 2021. C'est dans ce reportage de Rodrigue Bertrand. Tuez-nous. Depuis l'indépendance du Cameroun, jamais, à grand jamais, l'on avait réceptionné autant de kilomètres de routes bitumées en une seule année, comme c'est le cas en 2021. 778 kilomètres, avec comme grande première 2 sections autoroutières, Kribi-Lolabé, dont l'ouverture à l'exploitation est attendue dans les prochaines semaines, et Yaoundé-Douala, la phase 1, dont la réception technique est enclenchée. Toute cette semaine, on est en train de réception, les travaux qui ont été réalisés pour voir et relever les défauts qui peuvent exister, de mandater l'entreprise à les corriger à temps. Le processus des réceptions techniques va se prolonger. L'entreprise, elle se dit qu'elle pourra finir ce travaux donc, à temps. 11 autres projets déjà réceptionnés ou en attente de réception allongent la liste. À titre d'illustration, Mintomlele Ntambalam à la frontière avec le Congo ou encore Tonga Bafoussam. Cette performance exceptionnelle met une forte pression sur le ministère des Travaux publics, très attendu en 2021 sur certains projets. Babadjou Bamenda, dont les travaux ont été fractionnés en 3 lots et attribués aux entreprises camerounaises. Idem pour Mora Dabanga Kousseri. Quant à la route Ebolova comme de Kribi, la contrainte du financement a été levé. Un ordre de service de démarrage des travaux servi à l'entreprise. Merci Rodrigue pour ce point. Alors, Monsieur le conseiller technique, d'aucuns voient en ce nouveau programme avec le Fonds monétaire international une sorte d'infantilisation du Cameroun, arguant que notre pays, avec ce programme, n'est plus le juge absolu des opportunités. D'autres y voient par contre un gendarme de la discipline, de la bonne gouvernance et de la gestion des finances publiques. Vous, au ministère des Finances, qu'est-ce que vous dites? Je ne parlerai pas d'infantilisation. Je crois que c'est un terme qu'il nous faudrait bannir dans la relation que nous avons avec le Fonds monétaire international, qui est une relation de partenariat. Qui est désormais une relation de partenariat. C'est une relation de partenariat. C'est une relation de partenariat depuis le programme 2017-2020. On le sent bien. Le programme a d'abord été voulu par les chefs d'État. Il vous souvient bien que c'est
C'est le 23 décembre 2016 que, à l'initiative du président de la République, son Excellence M. Paul Biya, les chefs d'État de la communauté s'étaient réunis. Et parmi les principales recommandations qu'ils avaient prises, il y avait cette orientation donnée à l'ensemble des États de se mettre en programme avec le Fonds monétaire. Le 18 août 2021, du fait de la situation qui s'était dégradée, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les chefs d'État ont une fois encore demandé aux pays qui ne l'avaient pas encore fait, n'est-ce pas, d'engager des discussions ou de les conclure avec le Fonds monétaire international. C'est un programme en réalité qui vient en appui de la politique de développement qui est mise en œuvre par le gouvernement. Vous trouverez dans le document que l'on appelle Mémorandum des politiques économiques, qui est en fait le véritable document du programme, avec l'ensemble des mesures, les engagements qui sont pris, etc. Vous allez constater dans ce mémorandum que le gouvernement dit là-dedans qu'il s'engage à mettre en œuvre la SND30, qu'il s'engage à mettre en œuvre la transformation structurelle de son économie, qui, comme vous le savez, pour ceux qui ont pu jeter un regard sur la SND30, ils vont voir à quoi ça renvoie cette transformation structurelle de l'économie camerounaise. Et vous verrez également, je crois que ce sont des engagements forts qu'on n'avait pas sur les programmes d'avant. On sent bien qu'il s'agit pour le Fonds monétaire ici de venir, n'est-ce pas, appuyer le gouvernement dans la mise en œuvre de sa propre politique. Est-ce que ce serait l'infantilisation? Je ne pense pas. Davantage du partenariat, où évidemment, je crois que le programme a aussi cette vertu-là, n'est-ce pas, de rester cohérent dans les objectifs que nous nous sommes fixés, éviter qu'il y ait des dérapages. Nous nous assurons que les engagements que nous avons pris sont tenus. Je crois que c'est peut-être l'occasion ici de rendre hommage à ceux qui ont travaillé sur l'élaboration de ce programme, et particulièrement les responsables du comité technique de suivi des programmes économiques, avec M. Tchofojan à leur tête, qui ont vraiment veillé à s'assurer qu'on ne s'éloigne pas de la SND30 et que l'on reste dans une perspective de soutien des efforts que le gouvernement fait dans la mise en œuvre de son plan de développement. Alors, si je vous ai bien compris, le Cameroun garde la même mise sur ses politiques de développement. Absolument, absolument. Et rassurez-vous, rien ne peut se faire dans le cadre de ce programme en dehors des lois de la République. Rien. Rien ne peut se faire dans le cadre de ce programme en dehors des orientations qui sont prescrites par le gouvernement. C'est pour ça que les revues, elles servent également à faire le point et à redéfinir les nouvelles orientations. Donc on peut changer les orientations? Effectivement. Okay. Donc vous verrez qu'au terme de chaque revue, il y a ce qu'on appelle le supplément au mémorandum qui accompagne la nouvelle lettre d'intention qui est signée du Premier ministre, où nous disons à chaque fois, voilà ce qui a été fait, voilà les corrections que l'on peut apporter au programme pour tenir compte du nouvel environnement, et voilà les efforts que le gouvernement s'engage encore à faire. Et lorsque tout se conclut bien, nous bénéficions à chaque fois des appuis budgétaires qui sont nécessaires au financement de notre budget. Alors, avant que vous ne partiez, monsieur le conseiller technique, et nous accueillons ici sur ce plateau monsieur le directeur de la trésorerie pour parler d'une autre victoire du Cameroun, à savoir le rachat de l'eurobond de 2015. Je voudrais que vous nous disiez comment est-ce que cela va se faire de manière pratique, sachant que le programme économique et financier avec le Fonds monétaire international tient sur 3 ans et que notre SND30, elle, tient sur 10 ans. Alors, je crois qu'on est sur deux programmations, différentes. Avec la SND30, on est sur une programmation stratégique qui va à long terme. Et avec le programme, on est sur une programmation, je peux dire opérationnelle, qui tient sur 3 ans. Il y aura toujours un lien entre un programme économique et financier signé avec le Fonds monétaire et notre stratégie nationale de développement. Alors, qu'est-ce qui va se passer, puisque c'est cela votre question? Ce sont les autorités nationales qui vont décider. Au terme du programme, on verra si c'est nécessaire de signer un autre programme avec le Fonds monétaire. Je crois que les conditions du moment vont nous permettre de prendre cette décision. Ou alors, est-ce que le Cameroun peut avancer tout seul, désormais, dans le cadre de sa stratégie de développement? Je crois que les autorités décideront comme elles l'ont fait pour l'entrée en programme en 2021. Merci, monsieur le conseiller technique.
Le chef de l'État a signé donc le 21 juillet dernier un décret habilitant le ministre des Finances à recourir à des émissions sur le marché international pour un montant de 450 milliards de francs CFA et dans la limite du plafond des emprunts non concessionnels en vue principalement du rachat partiel ou total de l'eurobond de 2015. Et cet eurobond a été racheté à 80%, on l'a dit, défiant ainsi les pronostics des observateurs les plus avertis, y compris ceux des institutions de Bretton Woods. Les détails, c'est dans ce reportage de Franck Evina. Le Cameroun utilise l'eurobond pour la première fois en 2015. En fait, c'est un des moyens de financement des projets de développement d'un État auprès des marchés financiers et monétaires. À défaut d'être mobilisés sous forme de titres publics, ces fonds sont contractés sous forme d'obligations publiques, donc d'eurobonds. Par ce mécanisme, un État emprunte de l'argent sur le marché international dans une monnaie autre que celle du pays émetteur, pas en francs CFA donc, pour le cas du Cameroun. Pour déclencher une telle opération, le pays émetteur doit en quelque sorte mesurer sa crédibilité en organisant des rencontres avec les investisseurs potentiels. C'est ce qu'a fait justement le Cameroun, montant 450 milliards de francs CFA. Taux d'intérêt obtenu 5,95%, alors que lors de la première émission en 2015, le pays avait obtenu un taux d'intérêt de 9,5%. Un capital confiance en nette amélioration qui avait fait dire au ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, que le Cameroun vient de faire un retour apprécié sur les marchés des capitaux. Merci Franck Evina et nous recevons sur ce plateau l'un des membres en chef de la team Cameroun de l'Eurobond 2021, M. Samuel Télaké, directeur de la trésorerie au ministère des Finances. Bienvenue sur ce plateau. Merci de me recevoir sur votre plateau, Madame Mebenga. Alors, comme on l'a dit, vous étiez de l'équipe préparatoire de cette opération. Vous avez pris part au roadshow. Dites-nous, comment cette opération a-t-elle été préparée? Le roadshow, c'était la partie finale de l'opération, puisque après l'autorisation du chef de l'État de sortir sur le marché international, le ministre des Finances avait mis sur pied un comité de pilotage pour suivre l'opération. Et dans ce comité de pilotage, les principales administrations impliquées y ont régulièrement pris part aux travaux. Et le secrétaire technique, qui était en quelque sorte la cheville ouvrière de l'opération, a travaillé en continu pendant les 3 mois qui ont précédé l'opération. Parce que, de l'avis des experts, la meilleure fenêtre de sortie était au plus tard le 30 juin. C'est pour cela que les équipes ont travaillé en continu pour être prêts à cette date. Je crois que c'est encore le lieu de saluer l'implication des principales administrations, que ce soit déjà les services du Premier ministre qui ont assez rapidement mis en état d'examen le projet de décret habilitant le ministre des Finances, ou encore à la présidence de la République, où on a vu comment, dans un délai de temps assez court, le chef de l'État a successivement promulgué la loi de finances, l'ordonnance, signé le décret d'habilitation. Et avant cela, vous avez vu comment le ministre des Finances a successivement présenté le projet d'ordonnance à l'Assemblée, d'abord à la Commission des Finances, ensuite en plénière, et dans la même journée, il avait enchaîné les opérations au niveau du Sénat. Donc je pense qu'il y a eu une forte adhésion populaire autour de ce projet qui a connu tout le succès que nous connaissons aujourd'hui. Quelle est l'analyse que vous faites de ces résultats? Est-ce qu'ils traduisent un retour gagnant du Cameroun sur le marché international? Est-ce qu'ils traduisent de la qualité de la signature de notre pays? En fait, c'est tout cela en même temps. Je voudrais avoir le triomphe modeste, mais il y a des éléments qu'il faudrait quand même mettre en avant. Ça faisait 6 ans que l'État du Cameroun n'était pas sorti sur les marchés. Et qui veut dire être absent sur les marchés veut dire être inconnu. Donc quand le Cameroun revient sur les marchés après 6 ans, son élément de repère que les investisseurs ont à l'esprit, c'est le taux de sortie de la précédente opération qui était de 9,5%. Donc il a fallu séduire, je dis bien séduire les investisseurs pour leur vendre le risque Cameroun. Et on peut donc se réjouir du résultat parce que l'État recherchait 450 milliards. Les investisseurs nous ont proposé environ 1300 milliards, pratiquement 3 fois plus que ce que l'État sollicitait. Les projections les plus optimistes projectaient les taux d'intérêt autour de 7%.
nous sommes sortis à moins de 6%. C'est un réel motif de satisfaction. Il y a un rachat de 60%. Et bien plus, comme il s'agissait d'une double opération, c'est-à-dire nous faisons une émission et avec les ressources mobilisées, nous remboursons par anticipation la dette de 2015 qui devrait venir à échéance en 2023, 2024 et 2025. Nous avons pour la toute première fois, pour un souverain africain, racheté près de 80% de la souche. Cela traduit quand même une grande confiance que les investisseurs ont placée. Alors qu'on parlait de 60%, y compris les observateurs tout à fait. avertis. Nos conseillers pensaient que la fourchette idéale pour le Cameroun serait autour de 60%, 50 à 60% en termes de taux de rachat. Vous allez là-bas au moment où l'image du Cameroun est quelque peu écornée par sa diaspora. Il y a un certain nombre de choses qui sont dites dans les réseaux sociaux. Il y a la crise sécuritaire qui sévit dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Quelles sont les réponses que vous leur avez données à ces investisseurs pour qu'ils acceptent de prendre le risque Cameroun? Qu'est-ce que vous leur avez vendu? Alors, pendant les 10 jours de roadshow, nous avons enchaîné en moyenne 7 réunions chaque jour, des réunions qui durent environ 1 heure de temps. Et pendant la période, nous avons échangé avec environ 70 groupes d'investisseurs, en fait 70 analystes financiers qui représentent des grands groupes d'investissement. Effectivement, ils ont posé des questions qui parfois dérangent, entre guillemets. Et à chaque fois, l'équipe du ministre des Finances, que ce soit lui-même ou ses proches collaborateurs qui l'accompagnaient, qui étaient d'ailleurs spécialisés sur des questions précises, le directeur général de la Caisse autonome répondait à toutes les questions relatives à la dette. Le président du CTS rassurait les investisseurs par rapport à la conduite d'un nouveau programme économique avec les partenaires. Le directeur général du Trésor, lui, rassurait les investisseurs sur les garanties que l'État met sur pied pour assurer le remboursement à date. Donc, tous ces éléments mis ensemble, le ministre des Finances, bien entendu, répondant aux éléments sur les questions politiques, notamment la succession, à chaque fois, il a rappelé que le Cameroun, c'est un État de droit et que le mécanisme de succession à la tête de l'État sont bien organisés et bien encadrés. Donc, je crois que c'est fort de tous ces éléments-là. L'une des faiblesses de notre pays, c'est que nous n'avons pas suffisamment communiqué, ou nous ne communiquons pas suffisamment. En fait, les réseaux sociaux ayant tendance à prendre le pas sur la communication officielle, a donc tendance à vendre la mauvaise information plus que la bonne. Donc, les informations, les éléments proposés par la Team Cameroun ont donc convaincu les investisseurs. Alors, est-ce que vous, aujourd'hui, vous diriez que le Cameroun, en 2021, s'est plutôt bien comporté sur le marché financier? Oui, ça je peux le dire avec beaucoup de certitude. Rendu à la fin de l'année, on peut se réjouir, malgré la crise sécuritaire, malgré la pandémie, malgré l'incertitude des marchés, on peut se réjouir du résultat obtenu. À date, nous avons sur les 350 milliards prévus, nous avons pratiquement émis 347 milliards. Et c'est encore le lieu de se réjouir du fait que jusqu'en 2021, jusqu'au 3e trimestre, l'État du Cameroun a obtenu les taux les plus faibles sur les marchés, comparés aux autres États de la sous-région et même de l'Afrique de l'Ouest. Je vais prendre l'exemple, c'est-à-dire les bons du Trésor de 26 semaines, nous les levons à un taux moyen de 2,5% par an. Alors quand vous regardez des pays de même niveau de développement en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, c'est des bons qui sont rémunérés à un peu plus de 3%. Alors nous émettons les obligations du Trésor de 5 ans que nous rémunérons à 5,5%, parfois avec des taux de sortie légèrement en deçà qui tournent autour de 5,7%. Mais quand vous regardez la moyenne, que ce soit au niveau de la CEMAC, où les États sont pratiquement en compétition, et l'élément de compétition le plus qui est mis en avant ici, c'est le taux d'intérêt. Donc malgré cette compétition entre États et entre émetteurs, nous avons sur le marché actuellement les taux d'intérêt les plus faibles, ce qui traduit la confiance renouvelée des investisseurs à l'État du Cameroun.
Monsieur Samuel Tella, on l'a dit, vous êtes le directeur de la trésorerie au ministère des Finances et cette trésorerie a été particulièrement sollicitée en 2021 du fait de la crise sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-est, mais également de l'extrême nord, sollicitée également par la crise sanitaire à coronavirus. À noter également l'augmentation des prix sur le marché local qui a donné quelques frayeurs aux importateurs. Quelques contrariétés de 2021 dans ce reportage de Clarisse Tarkan. It has been one of the cries of construction sector businesses, how to produce more cement locally without having to import huge quantities of the raw material used to manufacture the product. The answer was given in October this year with the inauguration of a clinker production plant in Figil, Mayoluti division of the North region. This will take cement manufacturing up by 500,000 tons yearly from 2023 upon completion. Good news for construction works, which according to the assessment of the International Monetary Fund, contributed greatly to make Cameroon better respond to the impact of the COVID-19 outbreak on growth, alongside agriculture. It is amongst the points which played in favor of the country reaching a new agreement with the IMF in May 2021. The institution, however, notes other challenges to address, notably checking inflation, one of government's concerns this year. From construction material to essential goods in the broadest sense, consumers have had to deal with price hikes, a spillover effect resulting from a disruption in the global supply chain. This, nevertheless, did not dampen the trade activities of the Kribi Deep Sea Port, whose output has been described as beyond satisfactory. Customs revenue in the first half of the year, more than 100% of 2020's, and container terminal movements bigger. Bigger too has been the performance of the Cotton Development Company with a better than expected turnover. Proceeds attributed to efforts made to modernize the structure, targeting 400,000 tons in 2022. Good news for the Taxation Administration, whose objective this year has been to mobilize more tax revenue, banking on their digital platforms. Time and cost-effective and more funds in the public treasury have been reported. Facts and figures which kept the economy busy in 2021. Retour sur ce plateau, Monsieur Samuel Tella, on l'a dit, vous êtes directeur de la trésorerie au ministère des Finances, une trésorerie particulièrement sollicitée en 2021, mais qui a réussi à remplir ses engagements. Comment? Le Trésor public encaisse en moyenne chaque mois 130 milliards qui viennent de la Direction générale des impôts, 60 milliards qui viennent de la Direction générale des douanes, environ 15 milliards de la redevance pétrolière. Ça nous fait environ 200 à 210 milliards que nous encaissons chaque mois comme recette propre. Alors, quelle affectation faisons-nous de cette recette propre? Nous avons ce qu'on appelle les dépenses obligatoires. Il s'agit des salaires et pensions. Environ 100 milliards, c'est ça, oui, par mois? Les salaires et pensions pour les agents publics, c'est autour de 93 milliards. Alors, quand il faut ajouter à cela les traitements salarial des entités publiques, des institutions, on est autour de 115 milliards. Donc, sur les 210 milliards, il faut déjà mettre 115 milliards de côté pour régler ces dépenses obligatoires. Alors, avec toutes les opérations que nous avons sur le marché monétaire, pour garantir leur remboursement à date, nous avons un dispositif de débit d'office par la Banque centrale. Ça représente encore une moyenne de 50 milliards chaque mois. C'est-à-dire chaque mois, la Banque centrale doit prélever dans nos recettes environ 50 milliards pour faire face au remboursement de nos dettes à court et moyen terme. Alors, il y a le service de la dette intérieure, la dette extérieure. La moyenne aussi tourne autour de 40 ou 50 milliards chaque mois. Vous voyez, nous sommes 110, 40, 50, ça fait pratiquement 200. Nous avons en face les dépenses urgentes, les dépenses de sécurité, les dépenses de souveraineté, les dépenses de la CAN et le planut. Alors, sur les 350 milliards de titres publics que nous livrons sur le marché, nous étalons les opérations sur l'année.
ce qui nous permet d'avoir en moyenne 30 à 40 milliards que nous levons sur le marché pour financer les projets d'investissement arrivés à maturité. Donc le plus gros challenge dans la gestion de la trésorerie, c'est d'assurer cette liquidité permanente. Ça, au moins, nous le garantissons parce que nous payons les salaires tous les mois, le 25. Et particulièrement ce mois de décembre, les salaires ont été payés dès le 21. Mais l'autre contrainte, c'est la contrainte des délais de paiement. Parce que selon les directives communautaires, les États se sont engagés afin de faciliter l'activité économique, de payer dans un délai maximal de 90 jours. Alors, c'est en 2017, nous étions dans un délai de 150 jours. En 2020, en 2019, nous sommes redescendus juste environ à 95 jours, car 95 jours date de l'aide moyenne de paiement. Mais en 2021, ça s'est détérioré un tout petit peu parce que dans la construction du budget de l'exercice, il était attendu des bailleurs de fonds, des appuis budgétaires qui n'ont pas été entièrement décaissés. Et les dépenses de sécurité sont montées en puissance, évinçant ainsi les autres dépenses. Mais ce qui convient de relever, malgré ces difficultés de trésorerie, c'est que les projets d'investissement font l'objet d'un suivi particulier et sont payés généralement dans un délai maximal de 60 jours. Les projets d'investissement, surtout ceux qui sont éligibles au programme d'émission d'études publiques. Alors, Monsieur Tella, Monsieur le directeur de la Trésorerie, je m'en voudrais de vous laisser partir sans vous poser cette question en rapport avec le secteur de l'électricité. Et c'est juste avant que nous ne recevions Monsieur le président de la Commission technique de réhabilitation et de la restructuration des entreprises publiques et parapubliques, un secteur dans lequel on a également mené une belle opération au cours de cette année 2021, à savoir la restructuration de la dette bancaire de la Sonara. Alors, parlant du secteur de l'électricité, le ministère des Finances termine l'année sur un montage financier qui permet de régler de manière partielle, mais de manière substantielle, la dette de l'État due au secteur de l'électricité. Comment est-ce que cela s'est fait et quels sont les résultats que vous avez obtenus? Le ministre des Finances a fait un montage d'une opération inédite. L'opération va permettre d'injecter 182 milliards de francs dans le secteur. Deuxième élément, l'opération va se dénouer dans un délai relativement court, de 2 mois. Quand je dis 2 mois, environ 35 jours. Quatrième élément qui est le plus important, c'est le montage financier. Nous n'avons pas titrisé la dette de l'État sur Eneo, mais l'État a réglé sa dette vis-à-vis d'Eneo en émettant des titres publics. Alors, ceci a consisté pour nous d'émettre des titres publics. Au lieu de les vendre par adjudication, comme ça s'est fait sur le marché monétaire, nous avons remis les titres à Eneo, qui s'est donc retourné vers un arrangeur pour les vendre sur le marché secondaire. Et cette première opération a donc permis, à travers ce tour de table qui a été fait, de lever 70 milliards. Le cinquième élément, c'est par là qu'il faudra terminer, c'est qu'en retour, Eneo n'est pas le seul bénéficiaire, parce que les ressources injectées dans le secteur vont ruisseler vers tous les autres acteurs. Nous attendons aussi dans un délai de 45 jours le reversement à l'État d'environ 25 milliards au titre de dividendes par KPDC et DPDC, ce qui donc permettra le paiement, le remboursement à date de la première échéance de bons du Trésor qui a été utilisé comme un instrument dans cette opération. En somme, c'est une opération gagnante autant pour les acteurs du secteur de l'électricité que pour l'État du Cameroun. 2021, c'était aussi la restructuration de la dette bancaire de la Société nationale de raffinage. Une convention avec 9 établissements financiers permet d'étendre le paiement de 261 milliards de francs CFA de dette sur une échéance de 10 ans. C'était le 15 octobre dernier sous la direction du MINFI. Ewane Epole raconte. Cameroon's 2021 state budget, which comprises of the overall budget, ancillary budget and the special appropriation accounts balance in revenue and expenditure at over 4.862 billion francs CFA,
was prepared within a global context marked by a COVID-19 crisis-ridden economy, whose growth experienced a sharp decline to 3.4% compared to 4.4% in 2020. The overall fiscal policy orientation for the 2021 financial year to stabilize public finance and support of enterprises hinged on continued fiscal consolidation efforts which greatly helped to reduce the budget deficit in the medium term. In regard to the restructuring of Sonara's debts, on October 15, 2021, Cameroon signed a repayment agreement for the 261.4 billion debt owed by the national refinery Sonara to 9 local banks. In the domain of electricity, Cameroon initiated the payment of 182 billion francs CFA owed to electric utility. Anew, despite the COVID-19 pandemic, the socio-political crisis in the northwest and southwest regions, and the insecurity situation in some parts of the country, the government has recorded 100% payment to date of workers' salaries. Merci Ewane Paulet. Nous recevons sur ce plateau le président de la commission technique de réhabilitation des entreprises publiques et parapubliques, M. Martial Valérizan. Bienvenue sur ce plateau. Merci Lucrèce. Alors, vous venez d'entendre parler de cette opération de restructuration de la dette bancaire de la Sonara telle qu'elle a été traitée par la CRTV. Alors, dites-nous, en quoi consistait cette opération? Alors, merci pour l'opportunité que vous me donnez de parler de cette opération sur votre plateau. Alors, avant de parler de l'opération proprement dite, je voudrais faire un petit rappel historique. Le 31 mai 2019, 4 unités de notre raffinerie ont été envolées en éclats suite à l'incendie qui a eu lieu. Alors, suite à ce drame, l'entreprise s'est trouvée dans une situation extrêmement difficile. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle son directeur général a déclaré le cas de force majeure. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire face à cette situation? Nous avions une énorme dette au 31 mai 2019 qui était évaluée à 714 milliards, dont 320 au titre de la dette des fournisseurs bruts de pétrole, qu'on appelle aussi traders, 284 milliards de francs CFA au titre de la dette bancaire et je pense 113 milliards au titre de la dette fiscale. Ça, c'est le tableau au sortir de cet incendie. Alors, à la suite du drame, le président de la République a pris un certain nombre de mesures en donnant des instructions au gouvernement et notamment au ministre des Finances et puis au ministre de l'Énergie. Au ministre des Finances, il a donné mandat de négocier avec les investisseurs de Sonara, notamment les traders et puis les banquiers. Au ministre de l'Énergie, il avait instruit de mettre dans la structure des prix de carburant 47,88 francs qui devraient être prélevés sur chaque consommation de produits à la consommation. Alors, ça sont les instructions qui ont été données par le président de la République. Alors, à la suite de celles qui concernaient le ministre des Finances, ce dernier a mis sur pied un groupe de travail dont j'étais humblement le président et qui devait se charger de conduire la restructuration de la dette. Alors, ça me permet de répondre à votre question. En quoi a consisté cette opération? Oui. Alors, cette opération a consisté en la consolidation et puis l'harmonisation d'une variété d'engagements de Sonara auprès du système bancaire. Des engagements qui prenaient la forme soit de l'aide des crédits de court terme, des crédits de long terme ou des crédits de moyen terme. Il fallait donc fondre cet ensemble dans un tableau d'amortissement unique avec un taux d'intérêt unique et ce qui a été fait. Alors, le tableau d'amortissement qui avait été suggéré à ces investisseurs au système bancaire précisément a une durée de 10 ans avec un taux d'intérêt de 5,5. Alors, Monsieur le Président, je voudrais qu'on s'arrête un moment sur l'importance de cette restructuration de la dette bancaire de la Sonara.
Pour paraphraser le ministre des Finances, il disait que l'insolvabilité de la Sonara pouvait provoquer ou faisait courir un risque systémique sur le système économique camerounais, mais particulièrement sur le système bancaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Il faut d'abord noter que la dette bancaire de Sonara représente environ 7% des encours bancaires à juillet 2021. Donc, c'est vous dire son importance. Alors, la deuxième chose, c'est peut-être, je vais peut-être paraphraser un personnage assez important dans le système financier que vous connaissez, M. Alphonse Nafak, pour ne pas le citer, et qui, ce jour-là, avait dit, je dis de mémoire, lorsque Sonara tousse, l'économie camerounaise s'enrhume, et c'est la grippe pour tous. Alors, c'est ce qu'il a dit ce jour-là, et ça a pu être vérifié. Parce que la panique qui a pu gagner certains milieux au lendemain de l'incendie a trouvé une réponse efficace dans les actions qui ont été mises en œuvre au ministère des Finances. Alors, si cette opération n'avait pas été conduite, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Voilà la question. Alors, les banques, les systèmes bancaires auraient limité ces interventions sur le marché financier. Je ne vais pas jouer à vous faire peur, mais je vous décris une situation. Vous voulez obtenir un crédit auprès d'une banque, votre banque à laquelle vous êtes affilié, et la banque ne peut pas vous donner ce crédit parce que, voilà, une banque a été engagée à plus de 100 milliards dans une opération et qu'elle ne puisse pas recouvrer ces 100 milliards, vous comprenez tout de suite qu'elle ne peut pas redistribuer. Première chose. Deuxième chose, et ça peut concerner les petits épargnants. Vous allez chez votre guichetier, vous voulez faire un retrait de 100 000 francs, et qu'on vous dise qu'on va vous donner 75 000 francs. Alors, vous imaginez, quand vous multipliez ce type de cas, la psychose que cela peut créer dans un environnement où la demande sociale est forte. C'est en cela que toute l'expression du ministre des Finances trouve toute sa force et qu'il faut saluer l'opération qui a été conduite grâce à la bonne implémentation des mesures qui ont été décidées par le président de la République. Et quelles en sont les incidences? Alors, déjà pour Sonara, parce que le premier bénéfice est Sonara, qui peut également aujourd'hui se refinancer auprès du système bancaire. On a parlé d'une ligne de soutien retenue à la pompe et à la Banque centrale. Quel sera le fonctionnement de cette ligne? Quel en est le fonctionnement? Bien, merci. Alors, s'agissant de la ligne de soutien, il faut dire que son introduction dans la structure des prix ne s'est pas fait ressentir au niveau du consommateur final. Donc, vous et moi, lorsque nous consommons du carburant, nous n'avons pas ressenti la moindre augmentation. Ça, c'est grâce à une réforme qui avait été conduite au niveau du ministère de l'Énergie et de l'Eau avec la participation du ministère des Finances. Réforme qui a consisté à comprimer certaines marges des coûts d'importation des produits et qui a donc permis finalement d'introduire sans que cela puisse se faire ressentir. Alors, cette réforme, ces 47,88 sont collectés par Sonara et par la SCDP et reversés dans un compte séquestre qui est logé à la Banque centrale, qui fait l'objet d'une convention signée entre le ministre des Finances et le directeur national de la BEAC. Et ces fonds sont uniquement dédiés au remboursement de la dette. C'est en cela que ce mécanisme est extrêmement solide, autonome. Il n'a pas impacté les finances publiques, donc le trésor public n'a perdu aucun sou. Le consommateur final n'a absolument rien ressenti. Et donc, voilà la situation. Mais il y a d'autres créanciers, peut-être même les plus importants, les traders. Vous avez également parlé d'une opération qui serait en cours, ou des pourparlers qui seraient en cours avec ces créanciers-là. Qu'en est-il exactement aujourd'hui? Oui, effectivement, nous travaillons actuellement à régler le problème avec les traders. Nous sommes très avancés. Il nous reste quelques 2 ou 3 questions résiduelles, techniques. Et puis, je pense que nous allons pouvoir signer les conventions bilatérales avec eux dans les semaines ou les jours qui viennent. Qu'est-ce qui a déjà été fait pour la SICAM? Où est-ce qu'on en est? Et qu'est-ce que vous prévoyez de faire pour les autres structures? Merci. Alors, nous avons lancé une vaste opération d'audit et d'études diagnostiques auprès de toutes les entreprises
en difficulté. Dans le pipe, actuellement, nous avons Camtel, nous avons Camwater, nous avons également SICAM que vous avez évoqué. Plusieurs autres entreprises feront l'objet d'études diagnostiques l'année prochaine. Alors pourquoi ces études? Parce qu'elles permettent, lorsqu'elles sont terminées, de bâtir des plans de développement, donc des plans de restructuration qui sont présentés au comité interministériel de la mission de réhabilitation des entreprises publiques. C'est l'instance au-dessus de la CTR. Dans le cas spécifique de SICAM, nous avons mené cette étude et le rapport a été présenté à cette instance. Alors, les membres du gouvernement et membres de cette instance ont formulé des propositions au président de la République. Je voulais ajouter quelque chose, vous donner quand même une ligne en ce qui concerne SICAM. Alors, pour SICAM, il a été suggéré, et ce n'est pas un secret puisque nous en avions parlé à l'Assemblée nationale puis au Sénat, il a été suggéré de revoir son modèle économique, lui trouver un marché captif pour faire face à la concurrence du textile asiatique, et puis donc de certains pays de l'Afrique de l'Ouest, pour ne pas citer le Nigeria. Et également de rénover complètement son outil de production. Merci, Monsieur le Président. Et juste après vous, nous recevrons le directeur de la comptabilité publique au ministère des Finances. Il s'agit de Monsieur Achille Bassaha qui viendra nous parler d'un autre événement important de 2021, à savoir la présentation du compte unique du Trésor, notamment de ses enjeux à certains opérateurs, notamment aux établissements financiers, mais également au CTD, pour ne citer que ces institutions-là. Et maintenant, intéressons-nous aux autres conventions victorieuses du Cameroun au cours de l'année 2021. Le ministre de l'économie a justement au cours de cette année 2021 signé des conventions, des accords, des mémorandums d'entente pour le développement du Cameroun, pour booster le développement du Cameroun. Les secteurs qui ont été retenus, c'est par exemple le secteur de l'agriculture, de l'éducation et des routes. Cyril Kingé-Mbépé nous en dit plus. La construction de la Ring Road dans la région du Nord-Ouest est un grand moment en ce mois de juin 2021. Le directeur général Afrique centrale de la Banque africaine de développement, Serge Nguessan, dévoile aux côtés du ministre camerounais de l'économie, Alamine Ousmane Meh, ce montant, 106 milliards de francs CFA. Dans cette région, les populations exultent enfin de l'argent après de longs mois de recherche effrénée du nerf de la guerre pour lancer le chantier. Dans la région du Sud-Ouest, un autre financier, Export Finance Deutsche Bank, prend en main le projet d'alimentation en eau potable des villes de Buea, Tiko et Moutenguene. Ce sera 54 milliards de francs CFA. Pour un début, l'on signe une enveloppe de 3 milliards pour les études de faisabilité de ce projet. C'est un mois de septembre bien accueilli par les élus du Sud-Ouest présents à Yaoundé pour cet événement. Mais au Cameroun, un partenaire de choix, la Banque mondiale, gonfle son portefeuille de projets à 18 actifs pour près de 1700 milliards de francs CFA. On cite entre autres le projet Viva Benoué, 117 milliards, l'accès équitable à l'enseignement secondaire et une formation de qualité, 73 milliards, autonomisation des femmes et adolescents, 45 milliards, et puis il y a quelques jours, l'électrification avec l'interconnexion des réseaux sud et nord avec le Tchad. Puis la France, avec l'Agence française de développement et le groupe Ambre, ont signé pour des études prospectives de l'écosystème agricole des territoires ruraux une enveloppe de 131 millions de francs CFA. Le voilà le développement engagé et il va porter les fruits très bientôt. 2021, c'était également la présentation du compte unique du Trésor à l'initiative du ministre des Finances, les collectivités territoriales décentralisées, les entreprises publiques, les établissements financiers et bien d'autres institutions se sont retrouvés à Douala dans le littoral pour en savoir un peu plus sur les enjeux de cette réforme. C'était le 23 octobre dernier. Et pour en parler sur ce plateau, nous recevons le docteur Achille Bassaha, qui est directeur de la comptabilité publique au ministère des Finances. Bienvenue sur ce plateau. Merci, Madame Mabenga. Alors, pourquoi un compte unique du Trésor? Un compte unique du Trésor pour remédier aux insuffisances qu'accuse le système de gestion de la trésorerie de l'État actuel.
matérialisée par une dissémination des fonds publics dans une multitude de comptes ouverts au niveau du secteur bancaire. On parle de des centaines de comptes. Plus d'une centaine. Voilà. Les comptes de gestion des projets à financement conjoint, à eux seuls, culminent 500. Si à cela, il faut ajouter les comptes des autres entités publiques, en l'occurrence les collectivités territoriales décentralisées, actuellement, nous en avons 374 anciennes auxquelles il faudra ajouter les 10 nouvelles régions. On a 384. À cela, les établissements publics administratifs, plus d'une centaine. Vous comprenez avec moi qu'on est à peu près à quelque chose comme 1000 comptes des entités publiques qui sont ouverts au sein du secteur bancaire. Alors, cette réforme, elle est prise dans l'optique justement de mettre un terme à cette multitude, à cette prolifération de comptes ouverts au niveau du secteur bancaire qui ne donne pas suffisamment de levier au ministre des Finances pour avoir une vue globale sur l'ensemble des avoirs. Et en temps réel, sur l'ensemble des avoirs publics domiciliés dans le système bancaire. Du fait de cette situation, on ne peut pas procéder à une gestion optimale de la trésorerie de l'État, qui a donc pour incidence allonger les délais de paiement des factures, étant entendu qu'on pourrait avoir des fonds dormants dans le secteur bancaire. Le ministre des Finances ne peut donc pas, en temps de besoin, en cas réel tel que vous le disiez tantôt, payer les dépenses de l'État, bien exécuter le budget de l'État. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, bien évidemment, on se retrouve dans une politique d'endettement qu'on ne maîtrise pas. On a de la liquidité dormante à laquelle on n'a pas accès. Finalement, on fait recours au système bancaire pour s'endetter. Il n'y a que des avantages pour l'État de créer un compte unique du Trésor. Effectivement, et il faudrait dire également que c'est une réforme qui vise à aligner nos pratiques aux standards internationalement reconnus, notamment tels que prévus par le manuel de statistiques du Fonds monétaire international. Donc il faudrait déjà dire que ça ne va pas être une réforme spécifique au niveau du Cameroun. Dans l'espace CEMAC, les directives du cadre harmonisé de la gestion des finances publiques de la zone CEMAC du 19 décembre 2011 ont organisé le compte unique du Trésor au niveau des 6 États de la zone CEMAC. Aujourd'hui, donc, les travaux sont en train d'être menés pour que, justement, nous puissions basculer. C'est une question qui fâche, mais surtout qui fâche certaines entités qui se demandent si elles pourront avoir accès à leur argent à la demande. Je vais essayer, si vous le permettez, en quelques secondes, ressortir les points positifs qu'entraînerait la mise en service du compte unique du Trésor. Le premier point positif, tel qu'on l'a dit, et permettez-moi de revenir là-dessus, la centralisation en temps réel et chaque jour de l'ensemble des avoirs liquides des entités publiques par le ministre des Finances. Ça, c'est la première chose. La deuxième, avec cette centralisation, il pourra programmer de façon beaucoup plus efficace et efficiente les engagements à court terme. Quelles sont les garanties que vous leur donnez? La première garantie, c'est que les collectivités territoriales ne seront plus obligées de passer par les services du Trésor qui sont déconcentrés, notamment la trésorerie générale, pour effectuer leurs ordres de virement. Nous allons procéder à travers la mise en service du compte unique du Trésor à un simple déplacement du guichet géographique. Aujourd'hui, ils vont dans les banques commerciales. Demain, c'est-à-dire au plus tard en mars 2022, quand le compte unique va entrer en service, ils iront directement, chacun d'entre eux, au niveau du guichet de la Banque centrale, parce qu'ils seront détenteurs d'un relevé d'identité bancaire qui leur donnera accès direct au niveau du système. Je pense qu'on ne pourrait pas avoir meilleure garantie que cela. Quels sont les autres éléments de fonctionnement de ce compte unique du Trésor? Oui, parlant d'autres éléments de fonctionnement, nous expliquons uniquement l'architecture. L'architecture du compte unique voudrait que, contrairement au système actuel, on ait un seul contenant, on ait un vase commun qui va concerner les établissements publics administratifs, les collectivités territoriales décentralisées, les projets à financement conjoint et même les administrations publiques. Parce qu'aujourd'hui, nous avons d'autres administrations centrales qui ont encore des comptes domiciliés au niveau des banques commerciales. Donc, le premier mécanisme de fonctionnement, c'est que tous ces comptes qui ne fonctionnent pas les uns avec les autres seront purement et simplement fermés et leur solde reversé dans le compte unique. La deuxième chose, il sera attribué, tel que nous l'avons dit, un relevé d'identité bancaire à chacun des intervenants qui lui donnera donc la possibilité d'agir sur le système
en cas de besoin. Docteur Bassac, je voudrais que nous parlions, si vous le voulez bien, également de la comptabilité publique. Quelles sont les réformes qui sont engagées dans ce secteur? Les directives du cadre harmonisé de la gestion des finances publiques de la CEMAC du 19 décembre 2011 imposent aux 6 États de la sous-région de basculer dans la tenue d'une comptabilité patrimoniale dès le 1er janvier 2022. C'est donc le principal chantier de réforme qui est mené actuellement au niveau du ministère des Finances et qui va s'étendre au niveau de toutes les administrations publiques, aussi bien centrales que déconcentrées. Voilà. Et en quoi consiste cette comptabilité? Elle va viser le recensement de tous les actifs et de tous les passifs de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics, leur valorisation, parce qu'il faudra leur donner une valeur économique, une valeur monétaire, et les intégrer dans les comptes de l'État, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc, globalement, il s'agit d'une comptabilité proche de la comptabilité des entreprises, laquelle sera sanctionnée en fin d'exercice par la production des états financiers annuels, à l'image de ce qu'on retrouve dans les entreprises privées, notamment le bilan de l'État, le compte de résultats de l'État, le tableau des flux de trésorerie et d'autres situations qu'on retrouve justement dans la comptabilité des entreprises. Et ce, dans quel objectif? L'objectif vise l'optimisation de la gestion du patrimoine de l'État. Parce qu'aujourd'hui, si on nous pose une question, celle de savoir que possède l'État, que doit l'État, nous ne pouvons pas très rapidement apporter des réponses à toutes ces préoccupations. Je prends un exemple simple, le patrimoine roulant de l'État, l'ensemble des véhicules. Aujourd'hui, on ne pourrait justement pas apporter une réponse satisfaisante si jamais il nous était posé une préoccupation de cette nature-là. Donc, la comptabilité patrimoniale va viser à capter toutes les richesses que possède l'État, les énumérer, les inventorier, leur donner une valeur, ce qui va nous permettre de les suivre dans le temps. C'est une grosse réforme qui s'accompagne certainement de quelques contrariétés. Quelles sont ces contrariétés? Comment le ministère des Finances entend faire pour les lever? Il y a certainement beaucoup de contrariétés. Descendre dans tous les confins du territoire national pour recenser le patrimoine de l'État, ça va demander beaucoup d'argent. La deuxième, il faudra bien évidemment la collaboration de toutes les administrations, ce qui n'est pas toujours la chose la mieux partagée. Nous avons commencé par une campagne de sensibilisation. J'avoue que les équipes qui sont sur le terrain font remonter quelques difficultés de collaboration avec les administrations. Mais vous savez, toute innovation généralement est accompagnée de blocages et nous espérons que dans les jours à venir, ça ira et que le message sera passé. Merci, docteur, d'être passé. Merci également à tous les invités qui sont passés sur ce plateau de la Rétro 2021. On va dire que malgré un contexte difficile, le Cameroun a donc pu semer le bon grain en 2021. Un nouveau programme avec le Fonds monétaire international, le rachat de l'eurobond de 2015, la restructuration de la dette bancaire de la Sonara, le règlement partiel mais substantiel de la dette de l'État due au secteur de l'électricité, la livraison des centaines de kilomètres de routes, la signature de nombreuses conventions pour le développement de l'agriculture et de l'éducation au Cameroun. C'était cela 2021. Que pourrait nous réserver 2022? Esquisse de réponse avec Olivier Kingé-Moli. Le Cameroun va rentrer dans l'année 2022 au sortir d'une activité qui aura fortement sollicité la dépense publique, la Coupe d'Afrique des Nations pour ne pas la nommer. L'un des défis majeurs du pays sera alors de stabiliser son économie pour éviter de sombrer dans les effets pervers de l'après-CAN, comme ça a été le cas dans certains pays. Dans la mesure où la rentabilisation des infrastructures de la CAN ne sera pas immédiate. 2022 pourrait ressembler à 2021 avec un accent à mettre sur l'équilibre de notre économie en contexte de Covid, mais aussi en articulant bien le développement et la lutte contre l'insécurité et le terrorisme, grands consommateurs des ressources financières de ces 5 dernières années. Dans la perspective de nouvelles orientations stratégiques de l'État pour la production et la transformation locale, socle de l'import-substitution, les pouvoirs publics et le secteur privé, 2 acteurs majeurs de notre économie, devront apprendre à conjuguer le même verbe pour donner du contenu à la relance économique. Et ce n'est pas qu'un simple détail.
Enfin, comment envisager 2022 en dehors de la question de l'endettement? Si elle n'est pas préoccupante au regard des ratios communautaires, la prudence devra tout de même être un allié sérieux sur le sujet. Et c'est sur cette note, on va dire, une note d'espoir pour l'économie camerounaise que nous mettons un terme à cette émission consacrée donc à la rétroéconomique de 2021. Bonne année 2022 à tous les agents économiques.